À Galguli, un chiffre tranche dans la poussière rouge, 75 000 passages enregistrés en un mois, alors qu'hier encore la frontière n'était qu'un vide anonyme. Ce contraste frappe lorsqu'on voit ce poste frontalier modeste, fait de panneaux solaires et de scanners biométriques, devenir la première preuve concrète du retour de l'État aux marges du Burkina Faso. Mais que signifie réellement cette expérience pour Ibrahim Traoré, pour les habitants longtemps privés d'eau, de lumière, de papier, et pour ceux qui regardent le Sahel comme un simple théâtre de crise? Si cette petite station tient ses promesses, c'est toute une carte du pouvoir qui pourrait se redessiner depuis la périphérie. Dans cette expérience née à la frontière, une promesse se dessine. Comprendre comment un poste apparemment modeste peut modifier la dynamique d'un pays entier. La valeur annoncée est prégnante et précise. Offrir un espace où la sécurité se mesure non par la force, mais par des services concrets mis à disposition des habitants. Cet objectif, simple, opérationnel, tenable sur le terrain, vise à montrer qu'un territoire abandonné peut redevenir fonctionnel lorsque la présence de l'État devient régulière, fiable et identifiable. Mais la portée réelle dépasse la technique. Ce poste frontalier pourrait servir de preuve que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais un ensemble de routines quotidiennes qui rendent une population moins vulnérable et plus confiante. Le risque, lui, est clair. Si l'expérience échoue, elle alimentera les critiques qui affirment que la modernisation n'est qu'une façade et que le modèle ne peut tenir hors des capitales. Et c'est ici qu'apparaît la question suspendue dès les premières images. Une frontière peut-elle réellement transformer un climat de méfiance en dynamique durable ? Ce doute crépite comme une étincelle, un micro-hook qui annonce l'enjeu du récit. Un premier élément bouleverse l'image habituelle des marges. En un mois seulement, plus de 75 000 mouvements frontaliers enregistrés à Galguli révèlent un espace longtemps considéré comme immobile. Un second indicateur renforce la surprise. 4 sites biométriques opérationnels en un an, alors que le pays partait d'un niveau zéro de connectivité administrative. Ces deux données modifient immédiatement la lecture du Sahel. Elles signalent un pays qui tente de reconstruire ses périphéries, non par des déclarations, mais par l'installation d'outils concrets capables d'ancrer la présence publique dans le quotidien. À Galguli, la matérialité de cette présence prend d'abord la forme d'un bâtiment modeste, alimenté par des panneaux solaires, équipé de scanners biométriques et relié à un système d'enregistrement centralisé. Les habitants qui traversaient jadis une zone sans repère voient désormais une structure identifiable, tenue par des agents formés localement. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce poste devient le prototype d'une stratégie qui cherche à inverser une logique ancienne. Les frontières n'étaient que des lignes abstraites, traversées par des flux incontrôlés, nourrissant une spirale faite de peur, de rumeurs et d'absence d'informations fiables. L'État tentait de réagir après coup, souvent trop tard, avec des moyens dispersés. Ici, le sens est de renverser. La donnée précède l'interprétation, et l'organisation précède la réponse sécuritaire. Les partenaires étrangers, Allemagne, Japon, OIM, ont soutenu l'effort, mais sans imposer leur gouvernance. Cela compte dans une région où l'aide extérieure a longtemps été perçue comme un substitut plutôt qu'un levier. La nouveauté est que la gestion reste burkinabé, du stockage des données à la formation des équipes, ce qui redéfinit le rôle de la coopération dans un environnement sensible. Cette dynamique trouve ses racines dans la psychologie collective. Pendant des décennies, les habitants n'avaient personne à qui s'adresser. La radio servait de seule interface avec l'État. Désormais, chaque passage, chaque contrôle, chaque demande d'information se déroule dans un espace tangible, visible, répétable. Cette régularité crée un effet que les rapports officiels peinent à quantifier, une confiance qui revient lentement mais sûrement au rythme des journées où la lumière reste allumée. À Galguli, l'expérience prend forme à travers des voix locales, celles qui traduisent le mieux l'impact immédiat du poste frontalier. Bernardette Quimbiré, vendeuse de fruits et mère de 4 enfants, raconte que autrefois, l'État n'existait qu'à la radio. Sa présence quotidienne à l'entrée du complexe permet de mesurer ce que signifie une infrastructure qui fonctionne réellement. L'eau du forage solaire coule chaque matin,
La lumière reste stable, et les uniformes qu'elle aperçoit ne symbolisent plus une menace diffuse, mais une routine compréhensible. Un ancien officier, désormais basé à proximité du poste, confirme cette transformation par une observation simple. Quand on sert, on est enfin vu. Cette phrase résume l'effet qu'un bâtiment peut produire lorsqu'il devient le lieu où s'enregistrent des passages, s'échangent des informations et se créent des relations minimales mais régulières entre habitants et agents. La visibilité change les comportements, la circulation reprend, les marchés rouvrent, les motos ralentissent à l'approche du contrôle, les conversations se déplacent des rumeurs vers les faits. Dans les premières semaines, l'ajustement a été perceptible. Les voyageurs comprennent où s'arrêter, les transporteurs savent qu'un relevé existe, les habitants identifient des horaires fixes. Cette prévisibilité, rare auparavant dans la zone, réduit l'incertitude qui alimentait la peur. Le poste agit alors comme un point d'ancrage qui stabilise la vie quotidienne. Dans ce rôle de guide narratif, Bernadette illustre ce que les rapports nomment impact communautaire, mais que le terrain appelle simplement appartenance. Ce mot traduit la bascule psychologique la plus importante créée par le projet. Au départ, Galgully n'était qu'un point perdu dans la poussière. Les radios tombaient en panne, les registres se froissaient, les gardes improvisaient des contrôles sans repère. Les migrants passaient en silence, les passeurs traçaient leur route et les habitants circulaient dans une zone où l'État semblait absent. L'ensemble fonctionnait comme un espace gris, mouvant, sans centre de gravité. L'activation du projet modifie brusquement cette logique. Sous la directive d'Ibrahim Traoré, une décision claire est prise. Reconstruire l'autorité, non par la contrainte, mais par l'infrastructure. Les panneaux solaires s'installent, les câbles se déroulent, les scanners biométriques arrivent, et le bâtiment surgit comme une réponse directe au vide ancien. Le jour de l'inauguration marque un point de bascule. Le silence du Sahel se brise sous le cliquetis des appareils. Les habitants observent le premier enregistrement numérique d'un passage, un geste simple, mais inédit. Les soldats, les ingénieurs et les agents civils se tiennent côte à côte. Aucun discours long. La scène parle d'elle-même, l'État revient. Ce retour n'est pas théorique. Il s'incarne dans un système qui fonctionne sous leurs yeux. Le flux se structure, les premiers chiffres arrivent, les routines s'installent. Ce moment forme le cœur du tournant, là où la frontière essaie d'être un tracé abstrait pour devenir un espace géré. Quelques semaines plus tard, la tension monte. Des rumeurs circulent dans la région. Le poste serait une façade étrangère, une machine de surveillance déguisée, un outil d'espionnage importé. Les groupes armés entendent ces récits et testent les limites. Des incursions brèves apparaissent à la périphérie. L'objectif est clair, briser le symbole avant qu'il ne s'enracine. À Ouagadougou, un conseil de sécurité se réunit en urgence. L'enjeu dépasse le bâtiment. Il s'agit de crédibilité. Une attaque réussie ruinerait l'idée même de souveraineté opérationnelle. Le gouvernement renforce les patrouilles et coordonne les communications avec le Ghana voisin. Le message public est ferme. La frontière sera tenue. La réaction crée un effet immédiat. Les observateurs notent que, pour la première fois, une action militaire vient en appui d'une infrastructure civile, et non l'inverse. Cette inversion marque une rupture dans la manière de stabiliser les marges. Le calme revient peu à peu, fragile mais réel. Les marchés rouvrent, les femmes revendent du mil, les enfants jouent près des câbles, les voyageurs adaptent leur trajet. La donnée remplace les approximations, la routine se consolide, jour après jour. À l'extérieur, les répercussions se multiplient. Accra salue un rempart contre les trafics. Abidjan craint un ralentissement commercial. Bamako et Niamey observent avec intérêt une souveraineté qui se construit localement. Les médias occidentaux titrent sur un avant-poste financé par l'Europe, alimentant un débat centré sur les influences extérieures. Toutefois, sur place, la géopolitique n'existe qu'en arrière-plan. Les habitants n'y voient que leur drapeau flotter, l'eau couler, la lumière rester. Ce schéma constitue la résonance durable du projet. Un poste frontalier devient à la fois une routine et un signal. La présence s'affirme non par la force, mais par la persistance. La transition apparaît d'abord dans un contraste simple. La zone fonctionnait sans aucun site connecté, puis 4 points biométriques deviennent opérationnels en un an. Cette progression dessine un delta net, révélateur d'un changement structurel rarement observé à cette vitesse dans le Sahel.
Les équipes locales, formées sur place, manipulent désormais des outils qui permettent d'enregistrer, vérifier et suivre les flux frontaliers sans dépendre de registres fragiles. Ce renversement marque un passage concret d'un environnement sans données à une administration capable de produire des informations régulières et exploitables. Le second chiffre, 74 000 passages enregistrés en un mois, donne une mesure immédiate de l'activité nouvelle. Chaque enregistrement fournit un repère clair qui remplace l'incertitude ancienne et alimente une base d'informations stabilisée. Les agents notent une diminution des erreurs et une meilleure cohérence des contrôles quotidiens. La frontière, longtemps traversée à l'aveugle, devient un espace monitoré selon des procédures identiques d'un jour à l'autre. Cet ordre minimal produit des effets perceptibles dans les mouvements commerciaux et dans le comportement des voyageurs. Le troisième repère, une baisse de 37% des incidents frontaliers signalés dans la zone sud-ouest, éclaire l'impact sécuritaire du poste. Cette réduction correspond à une stabilisation progressive des trajets locaux et à la diminution d'activités opportunistes. Les patrouilles interviennent à partir d'informations plus fiables, ce qui limite les interventions inutiles et renforce la confiance des habitants envers les uniformes. Le lien entre visibilité et sécurité se matérialise, donnant du poids à la stratégie annoncée par Ibrahim Traoré. Sécuriser les marges par la constance plutôt que par la seule force. Autour de ces données principales, d'autres évolutions complètent le tableau. Les 200 emplois directs ou indirects créés à Galguli transforment le rapport des habitants au poste. Les discussions quotidiennes sur les marchés évoquent désormais des tâches, des horaires ou des formations, signes d'une appropriation collective. Les jeunes, autrefois attirés par les groupes armés, se tournent vers des emplois civils parce qu'ils offrent une stabilité immédiate. Les familles, quant à elles, constatent que l'eau du forage solaire coule chaque matin avec une régularité qui renforce le sentiment d'un état présent. Les partenaires étrangers jouent un rôle d'appui, sans prendre la direction du projet. Cette configuration contribue à apaiser les inquiétudes liées à la dépendance technologique. Les systèmes respectent les normes éthiques mondiales et les données restent stockées au Burkina Faso. Cette maîtrise nationale sépare Galguli des précédents marqués par une surveillance externalisée. La particularité réside dans un équilibre, une coopération technique qui ne s'impose pas comme une tutelle. Au fil des mois, les cartes des flux humains envoyées chaque semaine à Ouagadougou offrent une vision inédite des mouvements régionaux. L'État, longtemps privé d'informations précises, peut enfin ajuster ses décisions en s'appuyant sur un socle vérifiable. Ce changement influence la planification des patrouilles, l'organisation des postes voisins et l'identification des périodes de tension potentielles. Au centre de cette mécanique, un constat demeure. La donnée, quand elle est régulière, modifie la perception du territoire. Elle crée une continuité qui rassure, un rythme qui stabilise, une structure qui rend l'incertitude moins invasive. À Galguli, ce rythme devient la preuve tangible d'une souveraineté qui se construit dans le détail. Deux lectures opposées émergent autour du poste de Galguli, chacune portée par des arguments structurés et crédibles. La première met en avant l'émancipation. Pour ses défenseurs, le poste démontre qu'un État du Sahel peut moderniser ses marges sans dépendre d'une tutelle extérieure. La gestion reste entièrement burkinabé. Les données sont stockées à Ouagadougou, les agents sont formés localement et les routines s'installent sans intervention directe d'acteurs étrangers. Le symbole compte, une frontière qui fonctionne grâce à une organisation nationale devient un levier de souveraineté dans une région où les infrastructures sont souvent pilotées de l'extérieur. Les partisans soulignent que la population perçoit différemment cette présence, car elle s'incarne dans des services visibles, eau potable, lumière stable, contrôle cohérent, plutôt que dans des dispositifs lointains ou abstraits. La deuxième lecture questionne cette autonomie apparente. Ces critiques rappellent que le financement initial provient d'acteurs extérieurs, Allemagne, Japon, OIM, et que les équipements biométriques restent liés à des technologies importées. Pour eux, le poste risquerait de créer une dépendance discrète, une infrastructure brillante posée sur un socle financier qui ne lui appartient pas totalement. Ils craignent qu'une souveraineté opérationnelle se construise en surface, alors que les bases techniques resteraient tributaires d'un soutien étranger.
Dans cette vision, Galguli devient un laboratoire ambitieux, mais fragile, susceptible d'être entravé si les flux d'aide évoluent. Face à ces deux thèses, les données du terrain offrent une réponse plus nuancée. Les systèmes fournis respectent les normes éthiques mondiales, chaque agent reçoit une formation complète sur la protection des données et aucun drapeau étranger n'est visible sur l'infrastructure. Le modèle qui en découle se présente alors comme un compromis inédit, une coopération technique qui n'efface pas le contrôle national, mais qui soutient sa mise en place sans s'y substituer. Cette articulation, encore jeune, produit ses effets dans la routine quotidienne, là où la confiance s'installe et où le poste cesse d'être un symbole pour devenir un usage partagé. La frontière respire autrement. Ce constat apparaît au milieu du récit, lorsque les premiers mois révèlent une transformation que les chiffres seuls ne suffisent plus à expliquer. Les habitants constatent que le poste ne sert pas uniquement à contrôler les passages, mais à redéfinir la relation entre l'État et ceux qui vivent près des marges. L'électricité reste stable chaque nuit, les scanners fonctionnent sans interruption, et les équipes locales tiennent les opérations avec une régularité inattendue. Un agent civil explique que la circulation change de rythme. Les motos ralentissent en d'elles-mêmes, les transporteurs anticipent les contrôles et les voyageurs préparent leurs documents avant l'arrivée. Cette fluidité nouvelle transforme la perception de l'espace. La frontière cesse d'être une zone d'alerte pour devenir un lieu où les routines prennent forme jour après jour. Dans cette phase charnière, Ibrahim Traoré suit les rapports transmis chaque semaine à Ouagadougou. Chaque tableau de données confirme qu'un point longtemps négligé devient un instrument de lecture du territoire. Les autorités ajustent les patrouilles, identifient les heures de tension et réorganisent les trajets de surveillance. Ce glissement discret du provisoire vers le durable constitue l'essence du midpoint, le moment où une expérimentation devient une structure qui tient. Les habitants profitent d'une stabilité nouvelle. L'eau du forage solaire coule de manière régulière, créant un point de rassemblement quotidien. Les familles constatent que la lumière reste allumée chaque nuit, ce qui réduit l'insécurité ressentie auparavant. Les conversations locales tournent désormais autour des horaires, des passages ou des emplois, signe d'une appropriation progressive de l'infrastructure. Cette routine visible contribue à renforcer une confiance longtemps fragilisée. Les vendeuses de fruits, les transporteurs et les réparateurs de câbles trouvent une activité stable autour du poste. Les marchés, autrefois irréguliers, reprennent une cadence prévisible. Les transporteurs de mille ou de matériaux organisent leurs trajets en fonction des contrôles, limitant les pertes et les retards. Les infrastructures solaires soutiennent de petites activités qui n'auraient pas survécu sans une énergie fiable. Ce cadre permet à l'économie locale de dépasser le stade informel pour entrer dans un cycle plus structuré. Les autorités voient dans Galguli un outil qui améliore le suivi territorial. Les données collectées chaque semaine permettent d'observer les flux humains avec une précision inédite. Les patrouilles sont ajustées en fonction des heures de tension identifiées dans les rapports. Les incidents diminuent, en partie grâce à la réduction des zones d'ombre qui favorisaient les activités opportunistes. Le ministère de la Sécurité peut désormais anticiper certains mouvements, ce qui modifie la répartition des ressources sur d'autres axes. Cette capacité de lecture continue renforce la logique défendue par Ibrahim Traoré. Sécuriser les marges comme condition de stabilité nationale. Les pays voisins perçoivent Galguli à travers leurs propres priorités. Le Ghana considère le poste comme un rempart contre les trafics transfrontaliers. La Côte d'Ivoire exprime des inquiétudes concernant la fluidité commerciale, mais reconnaît le progrès accompli. Le Mali et le Niger saluent un modèle de souveraineté qui ne se limite pas à la théorie. Les partenaires étrangers, quant à eux, observent une coopération où l'appui technique ne supprime pas la maîtrise nationale. Cette perception régionale crée un effet d'entraînement. Le poste devient un précédent plutôt qu'une exception. Dans chacune de ces dimensions, les résultats montrent qu'un bâtiment modeste peut produire une transformation disproportionnée. Galguli fonctionne comme un nœud où se croisent sécurité, services publics et économie locale. Le quotidien prouve ce que les discours résumaient difficilement. Un territoire oublié peut redevenir lisible, gérable et habité lorsque la routine s'installe. Pour les habitants, comme pour les institutions,
Ce changement constitue une preuve que la stabilité se construit dans les marges avant de se diffuser vers le centre. Les 12 prochains mois détermineront si Galguli restera un prototype isolé ou deviendra un modèle reproductible. 3 trajectoires se dessinent, chacune appuyée sur les dynamiques déjà observées sur le terrain. Scénario de base. Le poste continue de fonctionner à pleine capacité, sans interruption notable. Les patrouilles mixtes Burkina-Ghana stabilisent la zone, ce qui limite les incidents tout en maintenant une circulation fluide. Les données biométriques alimentent chaque semaine les tableaux du ministère de la Sécurité, permettant des ajustements réguliers. Les projets de réplication avancent vers Dola, Yandéré et Madouba selon le même schéma. Infrastructure solaire, gestion locale, formation continue. Cette évolution prolongerait la tendance actuelle, où la présence régulière de l'État constitue la première source de stabilité. Scénario optimiste. Le modèle séduit au-delà des frontières. D'autres pays du Sahel décident d'adapter l'approche en combinant développement local et contrôle frontalier. L'Union africaine cite Galguli dans ses références de gouvernance, tandis que les partenaires techniques revoient leur rôle pour soutenir sans diriger. Les flux commerciaux régionaux se réorganisent autour de corridors plus sûrs, incitant les entreprises locales à investir davantage. Dans cette configuration, le Burkina Faso devient non pas un récepteur de solutions extérieures, mais un exportateur de méthodes. Le poste initial se transforme alors en pivot d'une dynamique plus large, où la souveraineté opérationnelle devient transmissible. Scénario sombre. Une attaque ciblée survient et fragilise la zone. Les groupes armés, vexés par la perte d'influence, frappent le symbole pour en tester la résilience. Une interruption prolongée entraîne la suspension temporaire de financement extérieur. Les projets de réplication sont mis en pause. La peur revient, réduisant la fréquentation du poste et altérant la confiance accumulée. La dynamique, bien qu'entamée, n'est pas irrémédiablement perdue, mais l'élan se brise. Ce revers toucherait surtout la psychologie des habitants, rappelant la fragilité des avancées obtenues. Au-delà de ces trajectoires, une recommandation s'impose. Pensez la frontière comme un organisme vivant dont la stabilité dépend autant de la technique que de la transparence. Les 12 prochains mois exigeront que les autorités prouvent que la donnée peut servir sans inquiéter et que la sécurité peut s'exercer sans excès. Cette vigilance décidera du passage définitif du prototype vers la politique nationale. Cercle A. Ceux qui vivent à proximité. Les habitants des villages alentours observent des changements tangibles. La stabilité de l'électricité facilite les déplacements nocturnes, les horaires des contrôles deviennent prévisibles et les échanges quotidiens avec les agents créent une forme de familiarité. Les familles remarquent que les enfants circulent avec moins d'appréhension, signe d'une confiance qui s'installe lentement. Pour eux, la frontière n'est plus un lieu d'incertitude, mais un point fixe dans une région en mouvement. Cercle B. Ceux qui travaillent avec la frontière. Les transporteurs, les vendeuses, les artisans et les petits prestataires voient leur activité évoluer. Les temps d'attente se stabilisent, les trajets s'organisent mieux et les pertes liées aux imprévus diminuent. Les infrastructures solaires soutiennent des tâches simples mais essentielles. Cette organisation renforce l'idée qu'un service public peut structurer une économie locale, même modeste, lorsqu'il reste présent chaque jour. Cercle C, ceux qui observent à distance. Les citadins, les analystes et les acteurs régionaux interprètent Galguli comme un test grandeur nature. Les données hebdomadaires leur offrent une lecture plus précise des flux humains, ce qui modifie la compréhension du Sahel. Certains y voient un modèle émergent, d'autres un prototype fragile, mais tous reconnaissent que la routine créée dans ce point reculé influence désormais les discussions nationales. Dans ces 3 cercles, un constat se répète. Une frontière stable transforme des comportements et modifie des attentes. Le poste, sans discours, montre que la sécurité peut redevenir un usage quotidien plutôt qu'une réaction ponctuelle. La consolidation de Galguli exige une méthode précise, organisée en étapes capables d'ancrer durablement les acquis observés. Chaque phase implique des acteurs identifiés, des actions définies et des repères mesurables. Étape 1. Maintenir sans interruption. Les équipes locales assurent la maintenance continue des panneaux solaires, des scanners biométriques et du forage. Les superviseurs régionaux vérifient chaque semaine les heures de fonctionnement.
Le succès se mesure au nombre de jours sans incident technique. Cette régularité confirme la robustesse de l'infrastructure. Étape 2. Renforcer la formation. Les agents reçoivent une mise à niveau trimestrielle centrée sur la protection des données, la gestion des flux et la maintenance légère. L'OIM audite les sessions pour garantir la conformité. L'efficacité se lie dans la diminution des erreurs d'enregistrement. Cette discipline renforce la confiance des habitants. Étape 3. Étendre le modèle. Le gouvernement planifie la réplique du schéma vers une douzaine de postes d'ici fin 2025. Les équipes d'ingénieurs évaluent les sites et priorisent les zones où les flux sont les plus irréguliers. La performance se mesure au lancement effectif des chantiers. Cette extension aligne la stratégie nationale défendue par Ibrahim Traoré. Étape 4. Encadrer la technologie. Le ministère prépare un cadre clair pour éviter tout usage abusif des données. L'OIM conduit un audit trimestriel et les rapports sont rendus publics. La qualité se vérifie par l'absence d'incidents de confidentialité. Cette transparence protège la légitimité du modèle. Étape 5. Impliquer les voisins. Les autorités dialoguent avec le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Mali pour établir des corridors conjoints. Les commissions mixtes évaluent mensuellement les flux. L'impact se mesure par la réduction des écarts entre les données récoltées de part et d'autre. Cette coordination transforme la frontière en réseau plutôt qu'en barrière. L'enchaînement de ces étapes dessine une stabilité qui repose sur des gestes répétés plus que sur des annonces. Bernadette Cambiré referme son étal en observant la lumière qui glisse sur les panneaux solaires. La scène ressemble à celle décrite au début du projet, sauf qu'elle n'a plus la même portée. Les câbles, autrefois perçus comme des objets techniques lointains, sont devenus les repères d'une routine qu'elle reconnaît désormais comme sienne. Sa présence quotidienne près du poste illustre la manière dont une infrastructure peut transformer la relation entre un lieu et ceux qui l'habitent. Un agent civil salue les derniers voyageurs avant la tombée du jour. Le geste est simple, mais il reflète une continuité que Galguli n'avait jamais connue. Cette régularité construit une mémoire collective où la frontière cesse d'être une abstraction pour redevenir un morceau de vie locale. Les familles se déplacent sans précipitation, les horaires s'alignent avec les contrôles et les enfants jouent dans un espace qu'ils identifient comme sûr. Dans son bureau à Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit les rapports transmis dans la soirée. Chaque tableau reflète ces instants minuscules qui composaient autrefois un vide et qui forment aujourd'hui une trame cohérente. Il sait que la stabilité ne se décrète pas, elle se tisse lentement, au rythme des gestes répétés. La frontière de Galguli, longtemps ignorée, s'est transformée en espace partagé où la stabilité se manifeste par des routines simples. Les marchés reprennent, les horaires se précisent et les interactions quotidiennes réinstallent une confiance que le temps avait dispersée. Les habitants y voient une continuité nouvelle, les voyageurs un point fixe dans un paysage mouvant et les institutions un outil capable d'éclairer les décisions publiques. Ce lieu modeste invite chacun à revoir la manière dont il perçoit les marges. Une frontière peut devenir un service, un poste peut devenir un repère, et une zone oubliée peut redevenir un centre de vie si la présence reste constante. Les effets visibles ne reposent pas sur des discours, mais sur une accumulation de gestes qui persistent jour après jour. Cette transformation silencieuse suggère qu'une stabilité durable naît parfois loin des capitaux, là où personne ne regardait vraiment. Elle interroge aussi la responsabilité collective. Maintenir une frontière vivante exige un engagement continu, fait de surveillance mesurée, de transparence et de coopération. Alors, jusqu'où peut-on faire vivre une idée lorsque seule la lumière et la constance lui servent de fondation ?